Le premier panel s'intitule « Antiféminisme et racisme, quelle intersection politique et conceptuelle ». Nous allons commencer par Hiba Zerougui. Hiba est conseillère en recherche au Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Elle est également candidate au doctorat au département de sciences politiques à l'Université McGill et est chercheuse doctorale affiliée au Centre international, Center for International Peace and Security Studies. Ses intérêts de recherche portent sur les mouvements de contestation, l'étude comparative des régimes autoritaires, les approches féministes et intersectionnelles, ainsi que les dimensions genrées de la violence politique. Sa présentation s'intitule « Comprendre les mouvements à l'intersection des antiféministes et des racismes, les spécificités et les défis analytiques des mouvements dits anti-genres ». J'espère que vous m'entendez bien. Oui. Donc, je suis très, très heureuse et excitée d'être ici parmi vous et échanger. Je suis vraiment contente qu'Alexandra a aussi mentionné que c'est une journée d'échange, puis ça va dans les deux sens, et de partage. Et donc, c'est vraiment dans cet esprit-là que je suis ici, avec beaucoup d'humilité aussi, parce que c'est un sujet qui est nouveau pour moi, les mouvements anti-genre, puis c'est quelque chose que je veux vraiment pousser en relation avec personnes qui ont vécu peut-être d'autres expériences ou qui ont des connaissances sur ce point-là ou sur d'autres points qui seraient comparatifs. J'ai été présentée, donc je ne le referai pas une deuxième fois. Je veux juste souligner que je suis ici grâce au Centre de prévention à la radicalisation menant à la violence, qui est un organisme sans but lucratif indépendant qui a été créé par la Ville de Montréal. Puis, notamment, on travaille sur la prévention de la radicalisation violente, mais aussi sur la prévention des actes haineux et des mouvements antiracistes en général. Donc, pourquoi s'intéresser aux mouvements anti-genres et dans le cadre de cette journée? Bon, c'est évident qu'il y a un aspect antiféministe dans les mouvements anti-genres et on va le voir un peu plus loin. Par contre, c'est pas clair comment s'articulent les intersections, les arrimages avec les mouvements racistes ou toute forme d'expression violente qui est raciste. Et puis, en regardant dans les nouvelles, ce que je me suis rendu compte, c'est que en fait, il y a ces discours, ces actions-là sont racisées. Il y a un élément raciste, mais il n'est pas théorisé de manière explicite et il n'est pas revendiqué par le mouvement. Donc, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est vraiment une réflexion sur comment penser cette relation-là et comment la mettre en lumière pour justement aider à la prévention et à la lutte contre ces mouvements-là. Donc, pour vous expliquer un peu comment je suis tombée dans l'étude des mouvements anti-genres, c'était par chance. J'ai été invitée à un workshop, un atelier sur les mouvements anti-genres par le Centre d'études des politiques étrangères féministes basé en Allemagne. Et j'ai eu la chance d'échanger pendant une semaine avec plusieurs activistes, souvent basés en Europe, mais aussi dans le sud global, dont l'Inde, la Tunisie, les pays du Golfe, sur les mouvements anti-genres. Qui sont-ils? Quelle est leur idéologie? Comment ils ont changé à travers les 30 dernières années où ils ont été actifs? Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'est très mécompris comme mouvement, c'est très stéréotypé ce qu'on comprend de ce mouvement-là, alors qu'ils ont une approche très sophistiquée. Ils sont très proactifs. Je dis « ils » comme si c'était une mouvance, mais c'est très éclaté là, comme mouvance. Il y a des acteurs à l'intérieur qui sont extrêmement actifs dans toutes les sphères de la politique, tant transnationale, régionale, à l'ONU, tant que dans les gouvernements, auprès de corporations multinationales, etc. Donc, c'est très complexe comme écosystème, mais on ne comprend pas vraiment, puis on le stéréotype souvent parce qu'il paraît ridicule ou on l'a ridiculisé historiquement à son émergence. Et là, je dis « il », elle a été ridiculisée, notamment par les personnes qui font l'étude du genre, donc ils ne prenaient pas vraiment au sérieux ce mouvement-là à son inception. Selon leur propre dire. Donc, ce que je me suis rendu compte aussi à travers les échanges que j'ai eus avec plusieurs activistes qui sont
en ce moment, la nouvelle génération d'activistes qui font face à des mouvements anti-genre, c'est que non seulement ils sont victimisés par ces groupes-là, ils sont ciblés par ces groupes-là dans leurs actions, mais aussi qu'il y a une méconnaissance ou un inconfort par rapport à comment on réagit à ces mouvements-là, parce qu'ils sont très complexes, qu'ils sont très bien financés. Alors, comment on réagit? C'est tellement totalisant. Où est-ce qu'on commence? Avec qui on fait des coalitions, etc. Donc, c'était très difficile de parler du comment réagir à ces mouvements-là. Donc, c'est une réflexion qui s'inscrit aussi là-dedans. Là, j'ai mis quelques livres dans la diapo juste pour vous donner une idée un peu de où est-ce que la littérature se retrouve. Moi, ce que j'ai fait, c'est une revue de littérature à partir de 2015 pour vraiment les nouvelles perspectives là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'un mouvement anti-genre? Donc, oui, il faut que... Ah, c'est beau. Yeah, j'ai appris. Merci. Donc, qu'est-ce qu'un mouvement anti-genre? Donc, un mouvement anti-genre, c'est un mouvement qui soutient l'idée que les élites, les intellectuels, les militants dits radicaux avancent un agenda politique qui remet en question l'ordre dit naturel, et là on parle patriarcal, hétérosexiste, des choses, et que cela met en danger les enfants, la famille, la société, la nation, le système international, etc. Donc, ça explique tous les problèmes du monde. Mais, ça a été, l'émergence des mouvements anti-genre, ce n'est pas une coïncidence, ça a été dans les années 90, alors que le mot et le concept de genre commençaient à avoir une influence aux sphères internationales, notamment avec la conférence de Beijing en 1995 sur la lutte pour la discrimination ou l'égalité des genres. Et donc, le Vatican, donc le pape à l'époque, mais aussi le leadership au Vatican, s'est mobilisé, a mobilisé beaucoup d'acteurs religieux notamment, mais aussi d'autres éléments de la société civile au niveau global, à essayer de réinterpréter ce mouvement-là de la communauté internationale vers l'adoption de la notion de genre comme étant primordiale, plutôt qu'une approche sexo-spécifique binaire homme-femme, comme étant un danger qu'il fallait remettre en question, etc. Donc, c'était comme un complot, une idéologie qui est totalisante, qui est imposée aux communautés qui sont là, alors marginalisées, religieuses, notamment chrétiennes, mais d'autres religions, évidemment, aussi, ou communautés religieuses aussi, ont été impliquées là-dedans. Donc, c'est un projet, dans ce sens-là, de préservation des privilèges, hiérarchies et statuts. Et là, je mets blanc, j'ai oublié de le mettre entre parenthèses parce que c'est vraiment ça, un peu, qu'on va... La question qu'on va se poser. C'est blanc, cis, hétéro, qui s'accompagne d'une vision de compétition entre les droits humains. Donc, si on promouvoit la notion de genre, c'est qu'on va discriminer d'autres personnes. Donc, c'est ça un peu l'idée derrière la compétition des droits humains. Puis, on l'associe à un discours de marginalisation des personnes ordinaires. Donc, monsieur, madame, tout le monde, ils n'ont pas demandé la notion de genre. C'est une invention des élites. Donc, c'est quelque chose de dangereux à gérer. Voilà. Donc, oui, j'ai fait du multitasking. Donc, il y a les enjeux qui, traditionnellement, qui préoccupaient les mouvements anti-genre, c'est le statut civil, le mariage, le programme d'éducation civique et sexuelle. Donc, c'est vraiment des enjeux qui sont classiquement associés avec les luttes féministes et antiféministes. Ce qui est intéressant, puis là, les images que je vous montre, c'est la manif pour tous en France en 2012-2013. C'est donc des images d'un mouvement anti-genre classique, entre guillemets, là. Et puis, les personnes qui sont derrière, ou les acteurs qui sont derrière les mouvements anti-genre, je l'ai mentionné, il y a le Vatican, donc les papes, les archevêques, mais aussi, qui ont vraiment théorisé ça initialement, mais aussi des organisations de type think tank conservatrices, surtout aux États-Unis et en Europe, mais aussi des organisations de la société civile, puis j'en ai... c'est moi? Je vais y arriver. OK. Donc, il y a plusieurs organisations qui ont l'air un peu grassroots, top-down, mais en fait sont très hiérarchisées, transnationales. Donc, il y a le Political Network for Values, qui, lui, se veut comme une élaboration de nouvel ordre mondial. Ils ont un observatoire sur les valeurs, où est-ce qu'ils, en fait, ils font comme l'ONU avec leurs 4 mondes, où est-ce qu'il y a les indicateurs de bien-être. Puis, eux, ils ont un indicateur sur les valeurs. Et plus tu es progressiste en matière de politique, moins tu as un score élevé, donc tu es un pays dangereux, etc. Donc, c'est vraiment intéressant de voir ce genre d'activité-là. Puis, au-delà des organisations civiles, tant locales que globales, il y a aussi des alliés au sein des cercles académiques, politiques et économiques, médiatiques. Prochaine. Merci.
je vais arriver au centre, au nœud. Donc, comment l'étude de ces mouvements-là permettrait de comprendre mieux les arguments des racismes et des antiféministes? Jusqu'à maintenant, on a vu l'aspect antiféministe, mais pas l'aspect raciste. Moi, ce que je vous propose, c'est un argument en 3 temps. C'est la prochaine slide, diapo. Sur la base de la revue de littérature que j'ai faite depuis 2015. En fait, ce que je souhaite souligner, c'est 3 éléments. D'abord, que lors des 2 dernières décennies, particulièrement, ces mouvements-là ont changé énormément. Ils se sont professionnalisés, modernisés, globalisés. Et ils sont complètement autonomisés, plus ou moins, ou décentralisés du Vatican. Donc, c'est vraiment plus un mouvement religieux comme ça l'était. En raison de la haute transférabilité de leurs discours, donc le fait qu'ils sont très malléables, ces discours-là, puis leurs idées ont été diffusées rapidement partout autour du globe, tant au sud qu'au nord global. Ils ont trouvé une résonance particulièrement dans les mouvements populistes et xénophobes. Puis on va s'intéresser à cet argument-là tout à l'heure, si j'ai du temps. Il faut que je m'active un petit peu. Puis, en fait, le résultat de tout ça, c'est que via mimétisme, convergence, collaboration ou cooptation des discours et répertoires de certains mouvements anti-genre, il y a eu un essor de l'extrême droite. Donc, ils ont bénéficié vraiment des mouvements ou de la production de discours et de techniques d'action par les mouvements anti-genre. Ils ont été capables de se greffer à ce mouvement-là, à coopter ce mouvement-là ou leur discours, ou justement à compétitionner avec ce mouvement-là et créer une alternative qui a amené à des succès électoraux, par exemple. Voilà. Donc, je vais juste focusser sur les éléments les plus importants, parce que je sais que j'ai pris pas mal plus de temps que je pensais. C'est la prochaine diapo. Merci, Mélissa. D'abord, le premier élément qui est probablement le plus important, c'est que ces mouvements ont changé énormément. D'abord, leur stratégie discursive, donc les approches qu'ils ont à travers, ou les relations qu'ils ont avec leur discours, le type de discours qu'ils créent, se sont complexifiées et modernisées et visent à établir les fondations de connaissances alternatives en matière de genre ou de sexe, de relation. Puis là, il y a 3 éléments importants là-dedans qui ne sont pas sur la diapo, mais que j'aimerais souligner. D'abord, c'est qu'ils ont vraiment mis l'emphase sur l'émotion, l'affect. On connaît les mouvements antiféministes pour promouvoir la peur et la panique. Donc, il y a toujours ça, la victimisation de la grande majorité blanche qui ne dit rien et qui subit. Des gens qui sont dits normaux, qui ont un sens commun, qui se sont fait contredire ou qui se font manipuler par des élites. La dictature des minorités. Donc, ça, c'est des discours qui sont monopolisés par les acteurs des mouvements anti-genre en ce moment. Il y a aussi, par contre, un développement intéressant, c'est une vue romantique du futur, un retour à la nature, à la simplicité. Et ça a vraiment eu un effet de créer une joie de vivre, entre guillemets, ou des festivités dans leurs actions collectives. Donc, il y a un projet positif, ce n'est pas une réaction nécessairement seulement à une modernité ou un mouvement progressiste dangereux. Le deuxième élément discursif qui est important, c'est qu'il y a un appel à la modernité alternative. Donc, il y a des recours à des discours séculiers ou un vocabulaire pseudo-scientifique qui va venir légitimer à nouveau des modes de connaissances alternatives, surtout pour me remettre en question les connaissances scientifiques en matière d'études de genre. Une approche qui emprunte le vocabulaire des droits humains. Donc, on va parler des droits des parents contre les droits des enfants. On va parler de la discrimination. On va réinterpréter la discrimination, puis on va réinterpréter des normes internationales de manière à ce que ça coïncide avec des visions plus conservatrices du monde. Il y a la cooptation que je trouve très intéressante des approches décoloniales pour dire qu'en fait, les approches de genre et l'idéologie de genre, c'est une colonisation. Ça, c'est autant au nord qu'au sud global, donc c'est très intéressant. 5 minutes, OK. Puis, là, je vais juste mettre l'emphase sur certains éléments, puis on reviendra si la discussion le permet, là. Le troisième élément qui est important, c'est que ce n'est pas seulement une remise en question de la notion de genre ou une lutte contre un agenda progressiste, c'est la création d'un ordre alternatif où est-ce qu'on promouvoit les connaissances et un ordre international qui est vraiment à l'encontre ou une alternative vraiment politique. Donc, dans ce sens-là, ce n'est pas juste un mouvement backlash, c'est vraiment produire une alternative. Prochaine diapo, s'il vous plaît. L'autre élément qui est important à mentionner, c'est que, en raison de la haute transférabilité de ce discours-là,
Là, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, je n'ai pas besoin de retourner, mais le mouvement, c'est aussi professionnalisé et globalisé. Donc, maintenant, c'est les mouvements anti-genre, ce n'est pas juste des religieux ou des personnes religieuses qui vont militer au coin de la rue puis te dire de te retourner vers un autre stéréotype, mais c'est un peu ça l'idée. C'est vraiment des avocats, des compagnies qui financent vraiment des campagnes professionnelles de remise en question de certains éléments ou de promotion d'autres alternatives politiques. Le deuxième argument que je veux souligner ici, c'est qu'en raison de la haute transférabilité de leurs discours, leurs idées ont été diffusées rapidement autour du globe par des acteurs qui ne sont pas nécessairement des acteurs anti-genre ou qui s'inscriraient dans un mouvement anti-genre. Puis il y a un élément important, c'est la familiarité, l'ambiguïté et la plasticité du discours anti-genre ou de la notion d'idéologie de genre. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que les nouvelles recherches de 2020-2022 pointent vers les affinités entre les discours antisémites et les discours anti-genre. Du fait qu'on parle d'une élite mystérieuse économique, de lobby homosexuel, etc. C'est vraiment des vocabulaires, des terminologies qui ont été utilisées pour discriminer d'autres groupes. Et donc, c'est vraiment intéressant que ça a été réutilisé. Donc, il y a cet élément-là. L'autre élément, c'est l'élément conspirationniste qui est très, très, très soluble dans les idéologies de droite radicale, mais aussi potentiellement dans la gauche radicale, on s'entend, là, mais c'est empiriquement, on voit juste la droite radicale, donc dans la littérature. Et puis, la possibilité de forger des alliances. L'autre élément, c'est que la transférabilité est très intéressante pour les mouvements non conservateurs, racistes, xénophobes, là, je dis ultra-conservateurs plutôt, c'est parce qu'il y a un attrait stratégique. En fait, ça permet de mobiliser des groupes variés avec l'affect, donc le genre. Tout le monde a une identité de genre, donc c'est quelque chose qui te touche particulièrement, donc tu es très mobilisé quand c'est mentionné. Le deuxième élément, c'est que ça permet de créer des divisions au sein des groupes progressistes. Donc, il y a l'élaboration d'ordres alternatifs comme des projets d'État-providence chauvinistes, où est-ce que c'est un peu racisé, puis qui sont justifiés par un projet ou des discours anti-genre. Oui, c'est vous? OK. Merci, je sentais ton regard. Voilà. OK. Puis, en fait, ça permet de forger des alliances au-delà de la droite radicale. Donc, ça permet de, en fait, mainstreamer, entre guillemets, la droite radicale en disant, ben là, regardez, on a d'autres manières d'amener les gens à notre idéologie. Mais ça permet aussi, pour la droite radicale, de dire, on pourrait s'allier avec certains groupes parce que ce discours-là, ces approches-là nous permettent de joindre des communautés qu'on n'aurait pas pu joindre avant, particulièrement les femmes. Donc, ça, on l'a vu aux États-Unis, on le voit aussi dans le Sud global, dans d'autres contextes comme en Amérique latine. Donc, les mouvements anti-genre, dans ce sens-là, n'ont plus le monopole des discours anti-genre. Et le troisième élément que je souhaitais, puis je vais m'arrêter là, et le temps, c'est que via mimétisme, convergence, collaboration ou cooptation des discours, répertoires, actions de certains mouvements anti-genre, ceux-ci ont nourri l'essor de l'extrême droite. Et c'est ça qui est un peu relevé dans la littérature vraiment récente dans ces mouvements-là, c'est que c'est pas que les mouvements anti-genre ont colonisé ou ont pris tout l'espace de la droite, c'est que la droite s'est rendue compte que c'est bien utile ce mouvement-là. Puis il y a des éléments de ce mouvement-là qu'on peut monopoliser pour amener notre agenda politique, pour accéder au gouvernement, pour faire changer des règlements ou réinterpréter le droit international, etc. Donc, ça coïncide avec une série, c'est pas anodin que ça coïncide avec une série de crises au niveau global, tant au niveau économique que politique. Par exemple, la crise... Oh, excusez-moi, c'est la prochaine diapo. Oui. Oui, donc ça fait plus de sens. Donc, il y a la crise économique de 2008 qui a vraiment permis de mobiliser tant l'extrême droite, la droite populiste, mais aussi les mouvements anti-genre. Donc, les trois se sont comme un peu mobilisés en même temps. Et pourquoi? Un élément qui était très important, c'était l'échec de l'État-providence. En fait, là, c'est que les économies de solidarité, le fardeau de s'occuper des personnes, et c'est extrêmement genré, cette économie-là, cet échec-là est extrêmement genré, et ça crée énormément de pression sur les familles. Et c'était l'analyse que, par exemple, Judith Butler fait dans son ouvrage récent sur les mouvements anti-genre,
c'est qu'en fait, c'est l'échec des progressistes qui a ouvert l'opportunité pour ces mouvements-là de monopoliser cette arène-là et de dire, regardez, nous, on a un autre projet, tu n'as pas besoin de travailler, puis monsieur va faire plus d'argent, puis il y aura une stabilité, on va vous s'occuper de vous, il y a des réseaux qui vont être l'État va favoriser et va supporter certains réseaux de solidarité, etc. Donc, il y a une cohérence là-dedans. Et donc, le résultat un peu de cette diffusion des notions et des stratégies anti-genre, des discours anti-genre, c'est que c'est aussi... ça va à travers aussi, où ça se manifeste localement à travers certaines dynamiques locales. Là. Donc, ce n'est pas tous les mouvements qui se ressemblent, il faut s'entendre. Donc, le fait qu'il y ait certaines... j'ai fini ma phrase. Certaines organisations qui sont particulièrement proches de l'Église vont faire que certains mouvements anti-genre vont être un petit peu plus religieux que d'autres, mais l'idée, c'est qu'il y a eu un usage instrumental des discours anti-genre qui ont permis à la droite, les droites radicales, extrêmes, populistes, de pouvoir faire des gains politiques dans toutes sortes de sphères, non pas seulement juste contre l'abortion, l'avortement, etc., mais vraiment comme les référendums pour la fin des conflits en Colombie ou l'histoire des gains électoraux, etc. Donc, ça va vraiment au-delà du champ de la politique qu'on connaît antiféministe. Donc, je vais m'arrêter ici, puis je vous remercie pour votre temps. Merci beaucoup, Iba.